Voilà, les gens m'entendent bien? La présentation de Oui, Mme Beauchamp va débuter. Allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, quelques minutes de retard. J'étais prise dans la circulation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on va procéder comme les webinaires antérieurs, c'est-à-dire que je présente et puis on va garder les questions pour la fin. Et Maryse va rester avec moi si jamais vous avez des questions ou des commentaires durant la présentation, ben elle va pouvoir me les partager. Je sais que vous pouvez chatter au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va vous parler de les savoirs acquis sur la planification du congé en santé mentale, à savoir quels sont ces savoirs-là qui pourraient être transférables en oncologie. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'implantation d'un modèle de suivi systématique de clientèle et même en préparant cette présentation-là, parce que ça se greffe, il y a une recherche qui vient se greffer au projet. Je voyais que beaucoup de choses pouvaient être transposables à ce que vivent les patients en oncologie et je vais tenter de les souligner au mieux tout au long de la présentation. Fait que le plan aujourd'hui, c'est vous parler du concept de planification de congé et de son importance autant pour les patients, les proches, les professionnels et le système de la santé. Je vais essayer d'identifier les principales difficultés qu'on identifie à la planification du congé, bien entendu dans la littérature, mais aussi à partir d'une recherche multicentrique qui a eu lieu en santé mentale, mais vous allez voir plusieurs de ces éléments-là qui ressortent peuvent être appliqués aussi au domaine de l'oncologie. Je vais parler du concept particulièrement qu'on a essayé de travailler et mieux appliquer la planification du congé à travers un modèle de suivi systématique de clientèle. Ce modèle-là, il est bien connu dans les milieux physiques, que c'était plutôt une nouveauté à tenter de l'implanter dans le domaine de la santé mentale. Je vais vous présenter brièvement l'hypothèse de recherche qui, en fait, en implantant un modèle comme celui-là, on anticipait positivement que c'était pour améliorer la planification du congé. Brièvement, la méthode et les résultats. Les résultats portent sur des résultats d'intervenants. On a rencontré également des patients. On a étudié de la documentation. Donc, je vais faire émerger les principaux constats. Et en terminant, on va conclure et je vais adresser quelques commentaires et questions pour terminer. Le concept de planification de congé, c'est un processus qui permet de coordonner les soins et les services dont le patient aura besoin à sa sortie de l'hôpital. C'est une vision un peu restrictive dans le sens que cette définition-là s'applique si les soins sont donnés à l'hôpital, mais on sait qu'il y a plusieurs niveaux de soins de service. C'est une activité qui fait partie d'un processus qui assure la continuité de soins et qui sert à préparer le patient à la prochaine phase sur un continuum de soins et services. Donc, ça peut être dans une clinique ambulatoire, dans un CLSC, auprès des services communautaires. C'est un processus qui facilite la transition entre les services offerts à l'hôpital et ceux offerts dans la communauté ou ailleurs. Et on sait que la transition, c'est un moment sur la trajectoire de soins. En fait, je fais référence ici au webinaire, excellent webinaire qui a été présenté par Nadia, où elle disait clairement que la transition était un moment dans la trajectoire et on sait que les transitions, mais c'est un moment où le risque de vulnérabilité est plus grand et aussi il y a une incompréhension. Par quoi on commence? Ben, c'est sûr que pour bien planifier le congé, on doit bien évaluer les besoins précoces. On doit être en mesure de les anticiper. On doit se préoccuper pour le bien-être total du patient, autant sur le plan physique et psychique et ses craintes. Pour bien planifier un congé, on doit l'impliquer,
impliquer les proches et les autres intervenants. Ça peut être des intervenants qui vont assurer le suivi lors de la sortie de l'hôpital ou encore lors d'un autre service. Ça prend un processus de planification et de communication dynamique et interactif. Donc, c'est entre les intervenants d'un service et les autres et ce n'est pas qu'unilatéral. Ça résulte d'un accord mutuel sur les décisions au regard de différentes possibilités de suivi et c'est basé sur des connaissances approfondies et à jour des ressources qui peuvent faire le suivi. Donc, le professionnel doit être bien au fait de quelles sont les possibilités de service et quels sont les différents types de ressources qui peuvent assurer le suivi. Là, maintenant, un petit peu plus précisément en santé mentale, dans le contexte de transformation de service, mais c'est un peu une nouvelle façon de concevoir l'hospitalisation et les services. Donc, c'est un élément du continuum de soins facilitant la résolution des principaux problèmes conduisant à une situation de crise. Là, il faut le regarder avec les lunettes. Qu'est-ce qui fait qu'un patient vient à l'hôpital au niveau pour recevoir des soins psychiatriques? C'est vraiment en regard de les éléments qui ont produit la crise chez lui. Donc, on met vraiment l'emphase sur la résolution de cette crise-là et on planifie les traitements dans la communauté qui devront être offerts par les services. Ça peut être encore des services de deuxième ligne. Donc, je parle des cliniques ambulatoires spécialisées ou encore très bien, ça peut se donner en première ligne dans les CLSC ou auprès d'un médecin traitant. Dans un contexte de réseau de services intégrés, la planification du congé, c'est une mesure qui est essentielle pour assurer la continuité des soins, la qualité et l'accessibilité. Donc, c'est important pour les patients et les proches qui évoluent sur le continuum de soins et entre les différents niveaux de service. C'est important entre les intervenants et professionnels à différents points de service. Et aussi pour le système de la santé, on sait qu'on est toujours à la recherche de plus d'efficacité et aussi plus d'efficience dans notre coordination de soins. Pour les patients et les proches, les personnes hospitalisées présentent une grande vulnérabilité aux divers stresseurs de l'environnement. Là encore, c'est un thème qui a été abordé par Nadia et qui était présent au moment où on a recensé les écrits. Donc, pourquoi la transition peut les fragiliser? Mais on comprend que dans un contexte d'hospitalisation, pour la clientèle qui a des problèmes de santé mentale, il y a un cadre thérapeutique qui est présent et qui peut être dans une certaine mesure sécurisant et qui permet de diminuer leur stresseur, d'avoir une présence en continu de professionnels. Il y a une programmation clinique avec des différentes activités qui sont offertes. Et aussi, on connaît le concept de routine, où donc ça permet aux patients de vivre, d'anticiper, donc une certaine prévisibilité qui peut être, l'ensemble de ces facteurs-là font que c'est rassurant. Alors, au moment où on planifie un congé, la personne peut, en raison de la disparition anticipée de ces éléments-là, devenir se sentir plus vulnérable parce qu'elle va changer d'environnement. On sait que la période du congé peut amener à soulever de nombreuses questions pour les patients et aussi pour leurs proches. Donc, au niveau de la littérature, on parle d'inquiétude, de crainte ou encore d'anxiété qui peuvent être tout à fait normaux. Donc, quelle va être ma condition dans mon milieu de vie? Quelle va être ma capacité de réintégrer le milieu de vie ou encore un nouveau milieu de vie? Ça peut être une ressource temporaire, une maison pour recouvrer la santé ou encore l'état qu'on va présenter quand on va retourner dans son propre milieu naturel. La médication, donc quels vont être ses effets? Est-ce que je vais être capable d'avoir de bien la suivre et être très compliant à mon traitement? Quels vont être les effets secondaires? Aussi, ce qui est plus difficile à prévoir, quelle va être l'évolution de ma condition de santé?
Quel sera le soutien que je vais recevoir de mon réseau informel, c'est-à-dire de ma famille, de mes amis. Et on peut même se questionner sur quel va être le soutien que je vais recevoir du réseau plus formel, c'est-à-dire des services de santé, quelle va être la fréquence de mes rendez-vous. Quelle va être ma capacité à retourner à mes activités? Est-ce que je serai dans la même condition qu'avant, comme ça fait appel aux capacités d'adaptation? Et aussi, il y a toujours un risque d'isolement une fois qu'on retourne dans son réseau. Si le congé est adéquatement planifié, c'est un élément de sécurité et de prévisibilité pour le patient et les proches. En même temps, c'est aussi une très belle occasion d'apprentissage pour apprendre à réduire ses sources de stress, faciliter cette expérience-là de transition entre l'hôpital et le retour dans la communauté, mais ça peut être aussi entre différents points de service. Et c'est une activité de prévention et de coordination qui relève du rôle de l'infirmière. Si on réfère à ces différentes activités, on sait que la coordination et la planification fait partie de nos activités partagées. Lorsqu'un congé n'est pas adéquatement planifié, ben la personne ne peut anticiper ses sources d'inquiétude, donc elle n'a pas le temps de nommer et de traduire ce qui l'inquiète et encore moins de l'aborder avec des professionnels en qui elle a confiance dans le milieu de soins. Et il devient très, très difficile pour elle d'intégrer les nouvelles informations nécessaires à la transition harmonieuse. Et elle ne peut identifier des mécanismes de gestion du stress ou de coping pour faire face à l'incertitude de la période de transition. Par exemple, on peut penser à de la relaxation, à de la résolution de problèmes, à de la restructuration cognitive. Donc, si le congé n'est pas planifié, ben on n'a pas le temps de travailler sur ces différentes stratégies. Ça engendre aussi des sources de stress qui pourraient être évitables chez le patient. Si on le planifie pas, le congé, ça crée de l'insatisfaction chez les proches et on les aide pas à jouer leur rôle de soutien, c'est-à-dire que si on leur permet pas d'avoir toute l'information nécessaire et discuter de leurs inquiétudes, parce que les proches aussi vivent des inquiétudes, mais on met pas des conditions gagnantes pour faciliter le retour dans un milieu de vie ou un milieu de vie substitut. Et Bernardo écrit qu'on augmente le risque de détérioration de la condition de santé et les réhospitalisations. Donc, l'étude réfère à 28% des patients qui seraient réadmis après leur congé. Et un de ces facteurs-là serait lié à une planification inadéquate du congé. L'importance de la planification du congé pour le système de santé, c'est pour favoriser la communication et la continuité entre les professionnels et les niveaux de service. On réduit les bruits potentiels, les délais et les répétitions inutiles là, quand on adresse toujours aux patients les mêmes questions. Mais si on a une meilleure communication, on peut se transférer l'information. Aussi, ça permet, quand le congé est bien planifié, de poursuivre les objectifs thérapeutiques amorcés et aussi d'assurer une certaine continuité en regard des approches qui ont été mises en place. Ça assure une cohérence dans la qualité et des traitements et des services. Et ça va favoriser également une meilleure utilisation des ressources des professionnels et du système de santé. Donc, une meilleure planification et transition entre les niveaux de service assure une coordination plus efficace, moins de perte de temps et naturellement plus d'efficience. D'ailleurs, Agrément Canada, je ne sais pas pour le domaine de la santé physique, mais on établit dans la nouvelle norme des critères où les exigences sont encore plus importantes
en regard de la planification du congé. Si on parle, par exemple, de la norme 9, qui réfère beaucoup au plan de service intégré, mais ce plan de service intégré-là, quand on est audité et puis quand agrément vient, mais on doit s'assurer maintenant qu'on travaille en collaboration avec l'usager et la famille pour déterminer ses buts et les résultats attendus. Et on doit, dès l'admission, dans le cadre du plan de service, planifier planifier le congé du patient avec des indicateurs très précis. Et on doit également se soucier et faire la preuve, parce que l'agrément fonctionne toujours par preuve, qu'on met en place des stratégies de gestion des symptômes psychologiques et physiques, y compris des stratégies pour prévenir les rechutes. Alors moi, je vois un grand sens avec la planification du congé. Les infirmières, bien, on l'a dit précédemment, peuvent jouer un grand rôle dans la planification du congé. Tout ce qui est planification et coordination est une activité partagée. Mais comme Nadia l'avait mentionné dans le précédent webinaire, elle disait qu'en raison de la grande place du temps que l'infirmière passe auprès des patients et de sa présence, bien, elle occupe un rôle important et elle peut s'avérer une facilitatrice de transition. On sait que malgré toutes les connaissances, il y a beaucoup de difficultés qui persistent. Je vais parler de ce que j'ai vu en santé mentale, mais je suis certaine que si j'avais l'occasion d'exercer dans un autre domaine, on sait que les congés des patients sont fréquemment préparés juste avant leur départ de l'hôpital. Donc, on n'a pas le temps ou il y a peu de temps accordé à la planification. Les décisions quant au congé sont souvent prises de façon unilatérale et sans discussion d'équipe ou avec les proches. Il arrive fréquemment qu'on a des rencontres interdisciplinaires chaque semaine. On peut avoir une rencontre le mercredi où il n'est pas du tout question du congé et oups, le vendredi, le médecin donne le congé au patient alors qu'on s'enlignait pas du tout de cette façon-là. Donc, ça diminue les occasions de bien planifier le congé du patient. Puis ça peut être un petit peu démotivant pour les différents professionnels qui n'avaient pas pu l'anticiper et bien travailler avec le patient et avec la famille. L'information qui est rendue disponible est souvent minimale en regard du congé. Puis malheureusement, le congé, cette information-là est souvent qu'administrative. On parle de requêtes, de prescriptions, de remise de médication ça peut être pour 24-48 heures, de remise et de décompte des effets personnels, mais moins d'enseignement ou de tout ce qu'on peut travailler avec la clientèle et les proches. D'ailleurs, il y a une étude québécoise qui a été faite notamment par Michel Perrault et collaborateurs en 2005. C'est une étude qui s'est déroulée auprès de 98 patients hospitalisés et 40 proches. Et les thèmes qui ont été jugés les plus importants lors du congé, c'était l'information concernant l'état du patient, la façon de prévenir les réhospitalisations, les services offerts pour le patient et les signes de décompensation. Par contre, plus de 89% des patients et 84% des proches n'ont rapporté aucune communication entre le personnel et les proches au moment du congé. Donc, d'une part, les attentes sont assez claires, mais en 2005, au moment de l'étude, quand on validait ce qui se passerait réellement, ben si on dit qu'il n'y a eu aucune communication, on n'a certainement pas pu remplir ou adresser les besoins si hauts. Les facteurs qui peuvent lier à ces difficultés-là, c'est une ambiguïté des rôles. J'ai vu que au niveau du cancer, Nadia a mentionné des lignes directrices, d'ailleurs un guide qui a été déposé dans le portail, mais pour la santé mentale, identifier clairement qui fait quoi, comment, quand et pourquoi, ça reste souvent peu détaillé ou plutôt obscur.
Il y a aussi une confusion au niveau des rôles, c'est-à-dire que les infirmières peuvent attribuer certaines activités de planification du congé aux médecins, aux travailleurs sociaux et vice-versa. Donc, qui les fait vraiment dans la réalité, ben ça peut être une raison s'il y a une confusion que les actions soient moins claires ou peu posées. Il y a aussi un manque de connaissances ou de clarification dans les rôles des différents professionnels. Il peut y avoir un manque de collaboration interprofessionnelle qui explique ces difficultés-là. Et aussi, malheureusement, toutes les pressions organisationnelles ou administratives qu'on peut vivre. Par exemple, quand on doit libérer rapidement des lits, ça peut, ça va de soi, provoquer un manque de planification du congé de la part des professionnels. Il y a aussi toute la question de la perception. Malheureusement, pendant longtemps, l'hospitalisation était perçue comme une finalité en soi et non pas comme un moment sur le continuum de l'épisode de soins. Donc, ça correspond à une vision fragmentée des services. Il y a la planification du congé qui est vue par des professionnels comme étant une activité ponctuelle ou administrative et non pas comme une activité thérapeutique ou je dirais des activités thérapeutiques intégrées à différents moments du continuum de soins ou de l'épisode de soins. Et il y a aussi le fait que les infirmières parfois se sentent qu'elles ont peu de connaissances et elles se sentent peu outillées pour intégrer systématiquement des activités de planification du congé tout au long du processus de soins. Il y a des déficiences dans le transfert de l'information. Il peut y avoir des visions divergentes entre les infirmières de l'interne, de l'externe ou des différents services possibles. Nous, à l'interne, il y avait des infirmières qui considèrent qu'elles faisaient parvenir les informations assez tôt sur le continuum de soins aux infirmières de l'externe, alors que les infirmières de l'externe percevaient, elles, tout à fait le contraire pour bien accueillir le patient. Si on regarde la documentation de soins, là, je fais surtout référence, par exemple, au plan thérapeutique infirmier, aux notes d'évolution clinique, ou ça peut être encore à des plans de soins de traitement infirmier, ou encore si on utilise le suivi systématique de clientèle, ça peut être insuffisamment documenté et c'est nos principaux instruments pour assurer la continuité de soins. Et l'information verbale peut être également insuffisante. De quelle façon on pourrait faciliter une amélioration des pratiques de l'équipe traitante dans le processus de planification des congés? Bien, nous, notre hypothèse au moment de la recherche, c'était que implanter un modèle de suivi systématique de clientèle devrait normalement faciliter les transitions et la planification du congé. Car ceux qui connaissent bien le modèle et pour ceux qui le connaissent moins, j'ai déposé plusieurs documents dans notre espace documentaire. Quand on travaille sur l'implantation d'un modèle comme celui-là, on doit nécessairement se poser des questions sur la mission de l'hospitalisation. Ça nous oblige aussi à concevoir l'hospitalisation comme un élément du continuum de soins, parfois même de le diviser en certaines phases. Ça permet de développer un modèle de planification chronologique du processus, tant au niveau des soins et des traitements, en fonction des résultats cliniques escomptés. Donc, on doit se demander qu'est-ce qu'on attend comme résultat pour la clientèle. Et ça permet aussi à la fois d'assurer un suivi continu de l'évolution de la condition de santé. Ça favorise l'identification de chacune des phases de l'hospitalisation, des informations et des activités qui doivent être planifiées, mais dont des activités aussi qui concernent la planification du congé dès la première phase de l'hospitalisation.
quand on travaille sur un modèle comme celui-là, bon, les équipes peuvent déterminer le nombre de phases qu'elles estiment appropriées en fonction des services qu'elles offrent. Mais comme nous, à l'hôpital, on avait 3 phases. Les 3 phases sont l'évaluation et la gestion de la crise. C'était notre phase 1. Notre phase 2 comprenait de la stabilisation de l'état de santé avec des activités de réadaptation. Et notre 3e phase était l'intégration sociale, mais il faut la percevoir en continu. L'intégration sociale, on la débutait à l'interne, mais se poursuivait dans les soins à l'externe. Le modèle aussi permettait de clarifier le rôle de chacun des professionnels, dont le rôle des infirmières et de l'équipe traitante en regard des activités de planification de congés. Et aussi, ce modèle-là a été une occasion pour avoir des discussions et augmenter la collaboration interdisciplinaire. Parce que pour travailler avec le modèle, on doit se réunir minimalement ou idéalement chaque semaine. Et je dois dire, dans les 3 phases que je vous ai nommées précédemment, dès la phase 1, on avait des activités de congé qui étaient nommées et prévues, ainsi qu'aux phases 2 et 3. Donc, ça permettait d'inviter autant que possible de n'avoir pu travailler la planification du congé et d'attendre à la dernière minute, ou peut-être même avoir des congés où l'infirmière n'était pas informée jusqu'au moment de la signature. Les questions qu'on avait à l'étude, c'est une étude FRSQ. Donc, les questions de l'étude, c'était dans quelle mesure les activités de planification de congé sont réalisées suite à l'implémentation d'un modèle de suivi systématique de clientèle. Quelle est la perception des intervenants quant à l'importance des activités de planification de congé dans le cadre du modèle? Quelle est la perception des intervenants quant au degré de réalisation de cette activité? Donc, il y a une différence entre « oui, je trouve ça important », mais est-ce que c'est réalisé? Donc, c'était 2 échelles différentes. Et quelles sont les perceptions des patients quant à la planification de leur congé de l'hôpital et à l'implication de leurs proches dans ces activités-là par les professionnels? Donc, le devis qu'on a utilisé, c'est un devis descriptif avec une approche qualitative et quantitative. Les milieux, c'était une recherche multicentrique. Donc ici, je présente principalement les résultats qui varient entre 3 à 4 unités de soins de courte durée, ici de 2 centres spécialisés. Donc, on avait une unité qui était un programme de gérontopsychiatrie. On avait une unité qui était traitement intensif de courte durée. On avait un programme des troubles de la personnalité et un programme des troubles psychotiques. Au niveau des participants, sur le plan des intervenants, on en a rencontré entre 9 à 19 par unité et on a rencontré des patients pour une moyenne de 16 par unité. Aussi, on a fait une étude, comme annoncé, là, de la documentation clinique. Ce qu'on a regardé, c'est les cheminements, la complétude des cheminements cliniques et des différentes activités. On a fait des entrevues semi-structurées à l'aide d'un questionnaire auprès des patients. Et pour les intervenants, on leur a auto-administré un questionnaire quant aux questions que j'ai présentées précédemment. Donc, on a utilisé, je vais vous présenter la grille d'analyse, l'échantillon et l'analyse quantitative et ses résultats. Donc, pour élaborer la grille, on l'a élaborée et validée. On souhaitait avoir une grille unique de collecte des données. Donc, elle a été évaluée avec rigueur dans son degré de mise en œuvre. La grille servait à évaluer la complétude de l'outil de cheminement clinique et avec un système interjuge et il y avait un pointage qui était attribué. Par exemple, en lien avec la planification du congé,
on devait retrouver au sein des catégories de la grille d'activité des éléments tels que, sur le plan de l'information générale, on devait être en mesure d'identifier des activités en lien avec la planification générale et la liaison avec les ressources externes. Donc, on regardait, est-ce qu'il y a eu de l'information sur le contact effectué avec l'intervenant externe ou d'autres ressources à l'admission? Est-ce que c'était coché? Qui on avait contacté? Et quand est-ce que ça avait été fait au moment de l'admission du patient? Si je donne quelques exemples, en lien avec l'activité de la phase 1, on regardait s'il y avait eu une estimation de la durée de séjour prévue ou si on avait identifié une date potentielle pour le congé, si on avait regardé l'identification de l'orientation prévue au congé et si on avait transmis de l'information à l'usager et à ses proches sur le plan de cheminement clinique utilisé en fonction de sa principale problématique de soins. Au niveau de la phase 2, qui est la stabilisation et la réadaptation, on regardait s'il y avait eu une révision ou une identification des besoins de suivi en externe ou d'hébergement, et si on avait colligé de l'information quant à une décision en équipe, quant à l'orientation prévue au congé. Et là, ce n'est que quelques exemples. Et au niveau de la phase 3, est-ce qu'on avait fait de l'enseignement relativement au congé, par exemple, prévention des rechutes, médication, utilisation des différentes ressources dans la communauté, identification de sa propre séquence pathologique et de ses propres symptômes qui pouvaient indiquer une décompensation. Est-ce qu'on avait réalisé une rencontre de famille, si ça s'appliquait, si le patient était d'accord, puis toutes les activités qui concernaient la planification du départ. Donc, on a utilisé un échantillon par sélection aléatoire de 30 cheminements cliniques par équipe pilote sur une période de temps de 6 mois. Donc, vous voyez comment on en a, comment il y en avait de disponibles qui étaient susceptibles d'être analysés. On a réalisé qu'il y avait plusieurs raisons d'exclusion. Il y avait des cheminements qu'on ne pouvait pas analyser. Parmi nos critères d'exclusion, quand une phase ou plus de l'épisode de soins était non complétée, on se souvient qu'il y avait 3 phases. Fait que dès le moment où une phase n'était pas complétée, ben c'était un facteur d'exclusion. Par exemple, si on avait un départ contre avis médical, ça pouvait expliquer qu'une phase n'avait pas été réalisée. Si le patient avait eu un congé de l'urgence ou l'aire de débordement. Par contre, il faut être vigilant et il ne faut pas faire de l'adéquation entre un cas d'exclusion et penser que nécessairement, c'est parce que le patient a eu un court séjour. Si on regarde nos moyennes de séjour pour les cas d'exclusion, par exemple, dans l'unité 2, on avait 53 cas d'exclusion pour une durée moyenne de 19 jours. Donc, l'unité 3, 30 cas d'exclusion, moyenne de séjour 4 jours. Et l'unité 4, 29 cas d'exclusion pour une moyenne de 35 jours. Ce sont tous des cheminements qui n'ont pas pu être analysés. Donc, pour ceux qui sont plus visuels, on peut se poser des questions parce qu'à la phase 3, il y a une intensification des activités qui concernent la planification du congé. Donc, si on regarde phase 3 non complétée et nombre de cas d'exclusion, ben il y a une certaine corrélation qui pourrait être faite, c'est-à-dire que 7 cas d'exclusion, 7 cas où la phase 3 n'a pas été réalisée. Et vous voyez les bâtonnets pour le reste des unités. Par exemple, l'unité 2, 54 cas d'exclusion, mais probablement 48 phase 3 non complétées. Des cheminements analysés, ben, si on regarde l'évaluation du degré de mise en œuvre des éléments qui constituent l'outil en lien avec le modèle, si on regarde de l'information générale, vous avez des pourcentages qui nous indiquent
ce qui était complété. Donc, ça peut varier autour de 70-75%. Et la phase 1, quand même, près de 60% selon les unités. La phase 3 et 4, il y avait une unité où il y avait ajouté une phase 4. Ben, c'est peut-être celle, en fait, c'est pas peut-être, c'est certainement celle où les activités, il y avait le moins de complétude. Donc, on peut penser que la phase qui est plus intensive en regard de la planification du congé, ben, est celle qui est le moins bien, qui est la moins bien complétée. Pour recueillir la perception des intervenants et professionnels quant à la réalisation des activités de planification du congé, bien, on a adressé un questionnaire sur le profil des participants. Donc, le résultat, ça dit, les résultats, ils devaient dire importance et degré d'atteinte des objectifs visés par l'implémentation du modèle, principalement en lien avec la planification du congé. Donc, d'une part, l'échelle était la suivante. Donc, les professionnels devaient déterminer sur une échelle de 0 à 4 le degré d'importance que revêtait chacune des activités poursuivies dans le cadre du suivi systématique, donc principalement en regard de la planification du congé. Et sur l'autre échelle, juste à côté, il devait nous indiquer, sur une échelle de 0 à 3, le degré d'atteinte de chaque objectif. Donc, c'était en regard de la qualité et de la continuité des services, la coordination du travail interdisciplinaire et l'implication des usagers et des proches dans les activités de planification du congé. Pour le nombre de questionnaires qui a été distribué, ben vous voyez pour les unités 1 à 4, donc il y avait quand même, il y a eu un bon taux de complétude des questionnaires. Vous avez également sur le tableau le nombre d'années d'expérience des infirmières et des intervenants à qui on a distribué le questionnaire. Je vais vous présenter maintenant les résultats. En regard de leur perception, si on regarde l'objectif, c'était établir dès la première phase de l'épisode de soins des liens avec les ressources pour le suivi dans la communauté. Bien, on voit, il devait indiquer l'objectif est pas ou peu important, l'objectif est pas ou peu atteint, l'objectif est assez important, l'objectif est assez atteint, l'objectif est très important, l'objectif est entièrement atteint. Donc, on voit la différence entre les bâtonnets, c'est-à-dire que pour répondre spécifiquement à cette question-là, on voit que plutôt les gens estiment que c'est assez important ou important et que la moyenne est plutôt estime que c'est assez atteint, mais on voit pas un grand nombre qui considère ça comme étant très important ou encore moins comme étant entièrement atteint comme objectif. Pour l'autre objectif, c'était de planifier dès la première phase de l'épisode le congé de l'usager. Donc, encore une fois, c'est selon la même échelle. Fait qu'on voit que c'est encore plutôt dans le milieu. Donc, on considère que c'est un objectif qui est assez important ou important, puis qui est plutôt assez atteint, mais dans une proportion moindre. Mais encore, on voit qu'il y a un bon nombre qui trouvent que c'est un objectif pas ou peu important, surtout dans l'unité 1. Donc, ça peut nous poser des questions quant à la compréhension et la reconnaissance de la planification du congé comme étant une activité importante. Est-ce que c'est important d'être informé systématiquement des activités à réaliser par les différents professionnels pour chacune des étapes de l'épisode de soins? Donc, encore une fois, c'est plutôt dans le assez important et
à l'exception de l'unité 4, qui trouve que c'est pas ou peu atteint, on peut dire que c'est plutôt assez atteint. Là, c'est encore la présentation d'un schéma d'assurer une plus grande continuité et coordination dans les interventions des différents professionnels auprès de l'usager. Ben, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est assez important, d'autres qui trouvent que c'est très important, même une majeure partie, mais quant à l'atteinte de cet objectif-là, ben c'est vraiment dans une moindre mesure et c'est à se poser des questions. Offrir à l'usager des informations nécessaires pour une planification plus systématique de son congé, ben la moyenne encore se retrouve dans l'assez important et assez, je dirais, assez important et assez atteint. L'unité 3, ben, trouvait que c'était très important, donc ils ont peut-être travaillé davantage, donc c'était davantage atteint. Mieux préparer l'usager et ses proches au retour dans la communauté. On voit que là, c'est un objectif qui est considéré comme étant très important, mais plutôt assez atteint. Il y a encore du travail à faire. Donc, ce qui ressort, c'est établir dès la première phase de l'épisode de soins des liens avec les ressources pour le suivi dans la communauté est généralement estimé comme étant un objectif assez important ou important avec un degré d'atteinte variable. Une moyenne de 15% des intervenants des 3 unités considèrent qu'il s'agit quand même d'un objectif qui est pas ou peu important. Planifier la première phase de l'épisode, planifier dès la première phase de l'épisode le congé de l'usager est estimé pas ou peu important pour une moyenne de plus de 20% des intervenants des 3 unités analysées et pas ou peu atteint par 45 à 55% des intervenants de ces 3 mêmes unités. Par contre, c'est évalué comme très important par un peu moins de 20% des participants des unités analysées. Là, on voit vraiment leur perception est entièrement atteint par une très faible proportion, 10% en moyenne. Je suis pas capable de voir, je vois à combien. Donc, le constat qui se dégage, c'est que mieux préparer le congé de l'usager est estimé très important, mais non au cours de la première phase. Il y a des liens probables avec les problématiques de départ à l'effet que la planification du congé est non perçue comme un élément sur le continuum de soins. Les congés des patients ont tendance à être préparés juste avant le départ de l'hôpital. De plus, il y a une question qui se dégage. Quelle est la définition de la planification des congés des participants qu'on a interrogés? Je pense qu'elle reste uniquement administrative. On la voit comme des requêtes, des prescriptions, remise des objets. Donc, on accorde peut-être moins d'importance à la planification, surtout en début d'épisode. Être informé systématiquement des activités à réaliser par les différents professionnels par chacun des usagers est estimé pas ou peu important par un quart des participants de 3 unités. L'objectif est assez important ou important pour la majorité des participants, quoique atteint généralement dans une moindre proportion. Si on va maintenant à la perception des patients face à la planification du congé, bien, les attentes, c'est pour eux autres, qu'est-ce qu'on devrait faire dans la planification du congé? On regarde leur satisfaction face à ce qui a été fait dans la planification du congé, la satisfaction des besoins en regard de l'information et la participation des proches dans la planification du congé. Donc, pour l'unité 1, le programme de psychogériatrie, on a rencontré 13 femmes, 3 hommes pour une moyenne de 78 ans. L'unité 2, 8 femmes, 8 hommes. L'unité 3, 12 femmes et 4 hommes. Donc, de l'unité 1, 10 des patients sur 16 ont précisé leurs attentes. 6 sur 10 n'ont pas formulé d'attente en regard de la planification
du congé. Puis 4 qu'on a rencontrés ignoraient que le congé était prévu. On nous a surtout parlé de l'importance de la médication et des rendez-vous, de l'information franche sur la date, de l'assistance concrète dans le transport, avoir du temps pour se préparer, être assuré par rapport à ses capacités. Je vais aller rapidement parce qu'il reste moins de temps, mais comme la présentation va être déposée sur le portail, je vais vous laisser consulter les verbatims. Pour l'unité 2, les résultats étaient similaires à l'unité 1. 8, la moitié en fait ont précisé des attentes. Elles attendaient de la médication, de l'aide dans la préparation à la vie quotidienne, être prévenues à l'avance, avoir un congé d'essai pour être plus rassurées et aussi rencontrer leurs proches. Pour l'unité 3, 13 des usagers sur 16 ont précisé leurs attentes. Pour eux autres, c'est important d'avoir des ressources et de la planification du suivi post-hospitalisation, de l'information sur la médication, de l'information à l'avance, de l'aide concrète. M'aider à trouver un milieu plus sain, être plus au fait de ce que je peux faire moi-même. Pour l'unité 1, 10 des 16 éprouvent de la difficulté à répondre à la question. 5 sur 6 se disaient satisfaits. Il y avait une réponse à leurs attentes quant à la stabilisation de la médication, de la communication avec les proches, rendez-vous, congé d'essai. Dans l'unité 2, 11 sur 16 se sont dit satisfaits, 3 insatisfaits et 2 qui se sont avérés non explicites. Oui, les infirmières m'ont appris à ne pas me stresser avec ma situation, de prendre une chose à la fois. Elles m'ont rassurée et elles m'ont bien préparée à ma sortie de l'hôpital. Pour la satisfaction en regard de l'information souhaitée, 12 sur 16 usagers expriment avoir reçu de l'information, 1 sur 16 exprime clairement de l'insatisfaction, puis 3 n'étaient pas informés de leur congé. En fait, je me souviens très bien, quand on allait les rencontrer pour les entrevues, on avait eu l'information à l'effet qu'ils avaient leur congé, mais ces patients-là n'avaient pas été informés. Donc, indirectement, par l'entrevue, on se trouvait à les informer de leur congé. Je vous dis franchement que quand on m'a dit que je vais avoir mon congé, lundi, il n'y a pas de grandes informations qui me sont données. 10 usagers sur 16 estiment avoir reçu de l'information. 4 sur 10 étaient insatisfaits. Ils trouvaient qu'il manquait de précision puis qu'il n'y avait pas de réponse à leurs questions. Encore pour l'unité 3, 11 sur 16 estimaient avoir reçu de l'information. 3 sur 16 étaient clairement insatisfaits. Le manque d'information était surtout sur la médication, le suivi en externe, la gestion du stress, puis la communication entre les professionnels. 10 des 16 usagers ont rapporté qu'il n'y a eu aucune participation des proches. 3 usagers ont répondu positivement. 10 encore sur 16 ne rapportent aucune participation de leurs proches. Et dans l'unité 3, 4 n'ont pas de proches, 9 sur 12 ne rapportent aucun contact avec leurs proches et 3 sur 12 répondent positivement. Fait qu'on voit quand même que c'est une mineure l'implication des proches. Les attentes étaient assez similaires à travers les différentes unités. En fait, ce qui ressort, c'est que les patients demandent de l'information sur la médication, les rendez-vous, de la clarté en regard du moment du congé, de l'assistance concrète dans l'organisation du départ, d'être rassurés sur le plan psychologique et sur leur capacité à gérer le stress. Il a semblé difficile pour certains patients de clarifier leurs attentes. Plusieurs patients n'étaient pas informés de leur congé au moment de l'entrevue, alors que l'équipe prévoyait et savait qu'ils étaient pour avoir un congé imminent. Au plan de la satisfaction, la majorité se dit satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Et si on regarde plus attentivement les sources d'insatisfaction, c'est en relation avec les attentes non satisfaites qui sont l'absence d'information, la médication, le suivi, l'assistance. Au plan de la participation des proches, bien, elle a été très faible, comme j'ai présenté précédemment. Puis dans certains cas, bien, le patient était lui-même peu informé, ce qui était un frein à la participation des proches. Si on regarde les recommandations pour la pratique infirmière, bien, c'est important que les infirmières développent une vision claire du continuum de soins qui dépasse largement l'hospitalisation.
qu'elle développe une vision claire aussi de la définition de la planification du congé et des diverses activités qui y sont associées, qu'elle voit que c'est plus qu'un processus administratif. En fait, c'est un processus éducatif et thérapeutique. Je parlerai d'éducation thérapeutique après notre journée d'études. Pour moi, c'est clairement ça. C'est une activité d'éducation thérapeutique autant auprès des patients que des proches. C'est un processus de collaboration avec les patients, les proches, mais aussi au sein de l'équipe de professionnels, tant à l'interne que les différents services externes. En somme, la planification du congé peut faire toute la différence sur la qualité du retour à domicile, la qualité du suivi post-hospitalisation, le soutien aux proches et la prévention des rechutes. Et j'ajouterais même, pour un certain temps, le projet de vie. Des informations aux connaissances, des informations que je vous ai présentées en santé mentale, selon l'expérience que vous connaissez dans votre milieu, lesquelles sont susceptibles d'être transposables dans la trajectoire de soins en oncologie. Ça peut être même sur le plan des perceptions. Puis la dernière question, que faudrait-il mettre en place pour améliorer la transition, planification du congé de façon optimale? Bien, je réfère encore au webinaire de Nadia où elle parlait de conditions personnelles. Alors, je pense que les professionnels peuvent aider à la préparation anticipée et elles peuvent agir sur le plan des connaissances des patients et des proches. Et il y a aussi aux conditions reliées à la communauté, bien, sur le plan du processus avec les professionnels, il y a des actions qui peuvent également être posées. Donc ici, je vous réfère à l'outil qui résume très bien le projet de suivi systématique de clientèle, les différents outils, le processus qu'on a utilisé. Et il y a un rapport scientifique de la recherche que je viens de présenter. Et à la fin, ben, les références et une biographie qui a été utilisée tout au long de ce projet-là. Et ça aussi, ça va être déposé sur le portail. Bravo, Madame Beauchamp, pour votre belle présentation. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Quelques petites questions. J'ouvre maintenant les micros à tous. Voilà, c'est ouvert. On avait déjà des petites questions au niveau du chat. Attendez un petit peu que je remonte. Une question d'Hélène. Suite à cette étude, quelle stratégie a été mise en place pour pallier aux lacunes? En fait, l'outil qui est l'outil de suivi systématique de clientèle, donc on a travaillé à le raffiner davantage, préciser les activités de planification du congé. On a mis en place aussi de la formation auprès des infirmières pour augmenter leur habileté. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Assurer un meilleur suivi. Les infirmières cliniciennes spécialisées ont assuré aussi une plus grande présence au niveau des unités pour, dans le quotidien, développer les habiletés des infirmières. Parfait. On va passer à la deuxième question. Et un outil informatisé pour pouvoir mieux suivre selon les lieux, les activités qui étaient complétées et moins bien complétées. Et aussi, on a mis en place une analyse des écarts parce qu'on sait que parfois, on peut rencontrer des écarts dans nos activités qui sont reliés à la condition du patient ou des proches, des activités qui peuvent pas être faites parce que le patient n'est pas assez bien ou encore les proches sont absents. On a analysé les écarts aussi en fonction des intervenants, donc parfois absence d'intervenants, délai de réponse, des problèmes de communication. On a mis aussi une catégorie sur l'organisation du travail et une catégorie de facteurs en regard des ressources externes. Donc, cette meilleure catégorisation-là nous permettait d'identifier la hauteur des écarts pouvait être liée à quel facteur. Nous avons aussi une deuxième question de HMR. Comment peut-on modifier la perception des intervenants à l'égard de la planification de congés
Avez-vous mis en place des stratégies? Si oui, lesquelles? Mais je pense que c'est tenter d'agir beaucoup au niveau des savoirs et bon, des intervenants. Moi, je vais parler plus des infirmières parce que c'est le groupe auprès duquel j'interviens le plus et que je connais bien la pratique. En fait, c'est de coller les activités de planification du congé autant aux activités réservées que partagées, qu'elles prennent du sens, revoir les profils de compétences en regard des habilités, des savoirs attendus, l'intégrer comment on appelle ça, là, à l'intégration des infirmières, les sensibiliser à cette notion-là. Je vous dirais que le suivi systématique a été simplifié, mais demeure. Mais la planification du congé, c'est tellement quelque chose qu'on entend parler. On met souvent des projets, mais souvent on regarde plus sous l'angle administratif. Mais il faut vraiment se pencher sur plus le sens clinique et le voir comme étant un moyen aussi d'aider le patient, comme un soin. J'inviterai les gens qui n'ont pas ouvert leur micro de le faire, ceux qui veulent poser les questions en direct. Vous êtes tous débloqués. Merci, Jannick, pour ta présentation. Effectivement, il y a beaucoup de liens à faire avec l'oncologie et j'aimerais entendre mes collègues pour savoir un peu, eux, dans leur milieu en onco, qu'est-ce qu'ils ont mis en place justement pour introduire les éléments éducatifs ou relationnels avec les patients et leurs familles en vue des différentes transitions, comme par exemple toute la question de l'ambulatoire avec tout ce qui peut se passer là, en lien avec le domicile ensuite. Mais elle a dit, j'aimerais savoir les autres collègues. aussi. Moi, je peux pas parler de psychologie. Je connais pas ça. On va attendre de voir s'il y a des réactions. Est-ce qu'il y a des réactions? Ceux qui n'ont pas encore ouvert leur micro peuvent le faire. Ah, Madame Lauzon. Oui, bon, je vous écoute. Moi, je ne participe pas nécessairement à la discussion. Je dirais que l'équipe d'HMS sache que moi, j'ai fait ça sur la tablette dans mon bureau. Ça va très bien. Excellent. Donc, bonne nouvelle. Donc, j'invite mon équipe la prochaine fois de venir à la bibliothèque. Et en tout cas, félicitations, Madame Jannick. C'était très bien. Alors, j'imagine qu'il va peut-être avoir des dépôts de documents que vous pouvez me faire parvenir. On pourra parce que là, j'annonce au groupe, j'ai fini le dépôt de documents sur le portail là, pour la planification de Nadia. Donc, je suis prête à en faire d'autres. Merci. Nous avions une question aussi de HMR en continuité sur le chat. Les congés sont-ils mieux planifiés ou faits à la dernière minute, 24 à 48 heures? Avez-vous des rencontres interdisciplinaires pour planifier les congés? En fait, avec le modèle de suivi systématique, la planification du congé est un thème qui doit être abordé à chaque rencontre interdisciplinaire. C'est sûr, quand vous me parlez du 24 à 48 heures, je parlerais plutôt, nous, on a fait une intensification des activités de planification du congé dans les dernières 72 heures, mais il y en a qui sont prévues tout au long du continuum de soins. L'outil auquel j'ai référé tantôt, qui a été déposé il y a quelques mois dans l'espace d'échange des savoirs, va vous démontrer, là, vous allez les identifier, son côté PC, donc activité de planification du congé. Il y en a tout au long des 3 phases de l'épisode de soins, mais il y a effectivement une intensification dans les 3 derniers jours. Et le terme du congé sous ses différents volets est abordé à chacune des rencontres inter. Et les rencontres inter, à moins qu'on soit dans
dans les unités de réadaptation sur du long séjour, mais il y a des rencontres inter aux semaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Madame Leboeuf, je vous félicite pour votre présentation. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. C'est pas sur mon temps? Oui. Hein? Il n'y a pas d'autres questions? Non, non. S'il n'y a pas d'autres questions, ben on va mettre fin à celle-ci, cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à tous. Merci, Jannick. Merci, bienvenue.